Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Ouais chérie. Non mais là en fait non viens pas parce que je suis en train d'enregistrer. Non je suis en train d'enregistrer mon intro pour l'école. Non viens pas. Non ils m'ont payé en plus pour le faire. J'ai pas envie, je te dis j'ai pas envie, ils m'ont payé. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des facs. Les anciens me reconnaîtront sûrement, et oui, Samora, Flash-T. C'est toi Cosmo Flash. C'est moi. Cosmo Flash. Cosmo Clash, bien évidemment. Et j'ai répondu au podcast Théo Signal pour venir bien sûr dans la maison de l'école des facs qui m'a invité cordialement pour que je vienne faire cette petite intro magnifique. Je suis content d'être là et de voir que l'équipe a bien évolué et que vous êtes là encore après tout ce temps. Bravo les gars. Eh oui, 50e aujourd'hui. Des Pokémon quoi. Attends, t'as dit quoi, Julien ? J'ai dit tu parles comme si on était des Pokémon. C'est bien, oui, vous êtes passé à l'évolution supérieure. Oui, vous êtes des Pokémon rares pour moi, franchement. Chaque Pokémon... Là, on va commencer par Emric-Mon. Salut, Emric. Emric-Mon. Alors, Emric-Mon, tu as prévu une chronique aujourd'hui ? Non, pas du tout. Pas de chronique pour Emric-Mon. Je viens les mains dans les poches comme d'habitude. Et c'est ça qu'on aime chez toi. Ta poche de devant, bien évidemment. Oui. Nous avons bien sûr Audrey-Mon. Comment vas-tu, Audrey-Mon ? Ça va très bien, merci. C'est ce nouveau Pokémon qui est arrivé dans les hautes herbes comme ça pour nous apporter sa culture tech. Tu nous parles de quelque chose aujourd'hui ? Oui, je vais parler des tubes comme dans YouTube. Waouh. Méga fan, n'est-ce pas ? Meilleur hit de l'été, s'il vous plaît. Ok. Je pense que c'est le bon moment de parler des hits de l'été. Loisemon, comment vas-tu, Loisemon ? Ça va bien et toi, Flash ? Eh bien écoute, on ne peut mieux, hein, j'ai envie de te dire. Et tu vas nous parler de quoi, toi ? Moi, je vais vous parler de Watopia. Qu'est-ce que c'est ? Un monde imaginaire. Watopia, c'est comme Watt TV ? Non. Ok. Bon, écoute, on verra par la suite. Faudra que tu restes pour savoir. Ok. Alors, je ne saurais pas du coup. Alors, Kepramon. Oui, bonsoir. À part cette venu... phrase, je sais pas si je vais parler de quoi que ce soit, si je vais dire quoi que ce soit, donc c'est peut-être le seul moment où vous m'entendez, je ne sais pas. Es-tu venu les mains dans les poches, comme Emric ? Je n'ai pas de poche aujourd'hui. La main il peut pas mettre les mains dans les poches parce qu'il a trop de vieilles. Alors, un nouveau Pokémon que moi je ne connaissais pas dans l'équipe, en tout cas, Simomon, Vandendikmon. Simone. Simone. Ouais. Oui, Simone. D'où vient mon surnom principal d'ailleurs. Et du coup, tu vas nous parler de quoi ? Moi, je parle de rien du tout. Moi, c'est un Simon sauvage est apparu. Je n'ai rien du tout. Rien n'était prêt. C'est marrant, c'est comme si moi on m'avait dit de venir, alors j'avais oublié qu'il y avait un enregistrement. Exactement. Ça n'arrivera jamais. Et bien sûr, le Pokémon rare, le Pokémon légendaire. Le Patreon. Non, le patron, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Sous-X. Ouais, Sous-X. Ouais. Fais-moi des enfants, Sous-X, fais-moi des enfants. Salut à tous. Bonsoir. Merci Flash-T de pouvoir nous faire cette petite intro, d'être là pour la 50e. Et ouais, mon gars. Et ouais. Déjà, je me souviens quand je suis arrivé la première fois dans cette équipe. C'était vraiment une autre histoire. On n'avait pas vos technologies là, vos micros adaptatifs. Les nègres marrons. Ouais, c'est vrai, les nègres marrons, mais oui, merde. On fait le bilan. En 2016, ils étaient au top. Là, je vais pas vous mentir, je sais plus quoi faire. J'ai fait une introduction un peu n'importe comment. J'ai détruit l'émission. Je te propose de lancer la première chronique. Tu as le choix entre Audrey ou Loise. Alors, je vais... moi aussi, j'adore Loise. En plus, là, je suis toujours satisfait de ce qu'il raconte. J'adore ses chroniques. Mais Audrey, du coup, pour la qualité. Je le savais. Allez, Audrey-Mon, balance la sauce. D'accord. Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, and kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it poppin' like bubble WRAP. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas abordé YouTube dans nos chroniques de l'école des facs.
Pourtant, ce nid à créateurs et créatrices est toujours plein de surprises et d'innovations. Dans cette chronique aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des communautés de youtubeurs et youtubeuses, ainsi que des spécificités de ces dernières. En fin de chronique, je vais aussi aborder 2 moyens de trouver de nouvelles chaînes à suivre au gré de vos envies. Alors, c'est parti. Comme dans les podcasts, il existe une multitude de catégories dans lesquelles des créateurs et créatrices de contenu excellent. Souvent, ils se permettent même de naviguer entre différentes communautés. Je vais vous en présenter brièvement quelques-unes avec leurs spécificités. Je me suis principalement intéressée au YouTube français, car c'est celui avec lequel j'évolue et donc celui que je connais le mieux, bien que loin de maîtriser la totalité, évidemment. Go! En premier lieu, on va parler de quelque chose que j'apprécie énormément, c'est du YouTube cuisine. Notre ami ici présent, Emric, et qui est le roi des petits pains, saura nous en parler, je pense, plus tard. Mais le YouTube et sa communauté bouffe et préparation culinaire est très bien fournie. Entre les mamies italiennes qui nous donnent leurs tips pour faire les meilleures pâtes, les Français expatriés qui nous offrent leurs expériences, ou les grands chefs qui se sont aussi renouvelés en proposant de les suivre tout le long d'une recette, vous trouverez votre bonheur dans ce monde. Challenge de cupcakes, partage de petits conseils, les commentaires et la communauté culinaire de YouTube sont un bon moyen pour s'y retrouver. On a la chance d'avoir de nombreuses vidéos pour tous les régimes alimentaires. En second temps, je vais vous parler du YouTube beauté. Je pense que vous, mes chers auditeurs, et peut-être vous aussi autour de la table, avez déjà entendu parler d'Enjoy Phoenix, la jeune femme qui a percé le YouTube français et qui a fait de ses vidéos de lycéennes qui se maquillaient avec des produits de grande surface son fonds de commerce, et qui travaille aujourd'hui avec de grandes marques, qui a même lancé son magasin en ligne il y a quelques années maintenant. Nombreuses sont ces youtubeuses et même youtubeurs, bien que la gente féminine soit surreprésentée dans cette communauté, à avoir donné de nombreux conseils beauté au fil des nouvelles collections et des années. Dans le même style, on retrouvera des créateurs de contenu vidéo orientés mode, un petit peu dans les mêmes catégories. Il y a maintenant beaucoup de ces youtubeurs qui sont passés à la catégorie dont je vais vous parler ensuite, le YouTube lifestyle. Bien grosse communauté, ce YouTube lifestyle. Je savais que j'allais bugger sur le YouTube Lifestyle. Bien grosse communauté, le YouTube Lifestyle est si dense et si complet qu'il est compliqué d'en faire une définition. On y voit des vlogs, des gens qui papotent devant la caméra de sujets divers et variés. On peut dire que si on devait mettre une princesse sur le trône cette catégorie, ce serait aujourd'hui, dans le YouTube français, Léna Situation, qui vient de sortir un livre très très récemment. Elle prend un peu la relève des jeunes femmes fortes et indépendantes que l'on aime bien imaginer et voir sur Internet. Ensuite, je peux vous parler du Booktube, parce que ça suit la continuité du lifestyle si on aime bien lire. Challenge de lecture et sorties littéraires sont de mise dans ce Booktube français. On y retrouve une communauté très active qui propose beaucoup d'échanges avec les abonnés. La plupart des maisons d'édition l'ont bien compris et proposent souvent des concours en partenariat avec ces chaînes, mais aussi des sorties en avant-première de leurs livres. On retrouve un peu en arrière-plan de ce Booktube, un petit peu de lifestyle, une pincée de bullet journal, alors évidemment, c'est le genre de chaîne que j'adore suivre. Étonnant. Une grande catégorie encore, le YouTube des vulgarisateurs. Si je vous parle de Nota Bene, de Dirty Biology ou de Manon Bril, peut-être que ces noms vous feront tilt. Ils rentrent avec beaucoup d'autres historiens, scientifiques et passionnés dans la partie vulgarisation de YouTube. Pour apprendre des choses avec le format ludique de la vidéo avec YouTube, c'est là qu'il faut aller. Beaucoup de ces chaînes sont d'ailleurs soutenues par le ministère de la Culture et vous pourrez retrouver leur annuaire en description du podcast dans nos sources. Je vais faire un petit aparté aussi sur le YouTube Gaming, qui est le petit cousin du maintenant célèbre Twitch. Et évidemment, beaucoup des streamers qu'on connaît aujourd'hui ont un petit peu commencé par proposer des vidéos sur YouTube avant que ça ne soit plus populaire comme aujourd'hui. On y retrouve parfois dans ces sous-catégories des youtubeurs plus orientés hardware et tech. On ne les nomme plus, mais on peut savoir que Squeezie, par exemple, a commencé là-dedans. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous faire une définition du YouTube Gaming ? Je ne pense pas. De toute façon, on en parlera après. Non, mais tu pourrais imiter Squeezie. Non. Je ne me prétends pas d'une bonne facture d'imitation. Enfin, je vais aussi vous parler du YouTube fiction. Comme dans les podcasts, on retrouve tout un tas de créateurs de contenu se lancer dans l'aventure de la fiction. Court-métrage, parfois de qualité cinéma, comme on a pu le voir. Cette communauté est toujours très populaire, avec aussi des youtubeurs humour ou ce genre de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie.
Évidemment, cette petite présentation de diverses communautés n'est pas tout à fait remplie de tout ce qu'il peut y avoir sur le YouTube français, et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous citer tout ce qu'il y a. Et puis, est-ce qu'on a envie d'avoir un petit annuaire de toutes les catégories YouTube ? Je ne pense pas. Comme je suis la seule personne à signer femme ici, je me permettrai d'ajouter un petit point important qui me tient à cœur. Dring dring, c'est le côté féministe casse-pied. Vous pouvez aussi soutenir des créatrices de contenu, bien moins présentes dans certaines catégories. On sait que dans le lifestyle, dans la beauté, dans la mode, beaucoup de femmes sont représentées. Mais vous pouvez aussi aller chercher sur l'Internet Explorer de l'Association des Internets de nouvelles chaînes, trouver des petites chaînes montées par des femmes dans des catégories plus représentées chez les mecs, comme du gaming, la tech, etc., etc. Je précise qu'on parle des interneteux. Oui. Pour le fait que ce soit féminin. Oui, ce n'est pas Internet Explorer, ça ne vous apportera rien d'aller sur Internet Explorer, ne faites pas cette erreur. Non, c'est Edge maintenant, mais je pense que ça existe toujours quand même. Toujours, mais c'est plus maintenu. Sinon, trouvez de plus petites chaînes qui pourraient vous plaire et parfois difficiles. Alors peut-être que mes amis ici présents de l'école des facs auront des idées ou des recommandations pour vous aider à trouver des pépites. Chez l'école des facs, justement, nous sommes friands de vos recommandations. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux. Et vous alors, mes chers petits camarades de classe, qu'avez-vous à me recommander ? Que souhaitez-vous partager sur ces différentes catégories de YouTube ? Et est-ce que vous connaissiez un petit peu tout ça ? Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous aimeriez parler ? C'est une vaste question. Ah ouais, question très large, mais intéressante. Oui. Parce que YouTube, ça a bien évolué. C'est intéressant parce que dans toutes les catégories que tu cites, à part les vulgarisateurs, il n'y en a pas vraiment qui me touchent, donc c'est assez chouette aussi d'avoir oui, comme idées, je disais, j'ai pas eu le temps de parler de tout, mais j'imagine que toi tu suis plus des musiciens par exemple vis-à-vis de tes centres d'intérêt. Beaucoup de réactions en musique, beaucoup de photos aussi ces derniers temps par exemple, donc c'est intéressant d'avoir aussi des autres... Les fameux tutos. Les fameux tutos, ouais, mais ça fonctionne vraiment bien. C'est quand même une grosse catégorie aussi, tout ce qui est tutoriel et oui. formation, etc. C'est une grosse catégorie aussi sur YouTube et c'est probablement celle qui m'occupe le plus pour le moment d'ailleurs. Si je peux me permettre, moi, ta chronique, elle me fait réagir sur 3 points. Alors j'ai pris des petites notes. Il a structuré sa réponse. Ouais, mais tu vas voir, c'est structuré dans la déstructuration. C'est que déjà moi je suis super content parce que on se plaignait pendant longtemps de l'algorithme YouTube et je trouve que c'est un algo qui s'est beaucoup amélioré dans la recommandation de nouvelles choses et je vois de plus en plus popper sur dans mes recommandations des choses un peu assez éloignées de ce que je regarderais, que j'aurais cherché tout seul, et je découvre de plus en plus soit des créateurs, soit des trucs un peu marrants. Là je suis tombé pareil sur des vidéos react d'albums de musique, j'en regardais jamais, et en fait par une proposition d'une vidéo d'il y a 6 ans, je suis tombé sur un mec que je trouve super, et du coup là maintenant ça m'intéresse, tu vois. Et je trouve que YouTube fait de plus en plus ce genre de one shot, des vidéos qui n'avaient pas beaucoup de vues, qui remontent d'un coup, on sait pas pourquoi, et qui peut-être le million, donc ça c'est cool. Donc GG les GAFA. Et puis un truc que tu disais aussi, c'était sur les fameuses tu parles un peu des tribus qu'il y a sur YouTube. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on avait beaucoup de tribus, genre Nesblog à l'époque, après la tribu Webedia qui s'est un peu pété la figure avec Squeezie qui est parti, et la team Crouton, la team de Lena Situation, que je regarde, j'aime bien Lena Situation. Et mais je trouve qu'en fait, il y a un truc en creux qui s'est créé dans toutes ces tribus, c'est qu'il y a un retour en fait du parisianisme sur YouTube français, que finalement c'est devenu un petit monde de gens qui se connaissent, de familles finalement qui se coupent des parts de marché, et en fait il y a maintenant peu de place pour l'amateurisme et pour les nouveaux, je trouve. Et le podcast. Ouais, mais podcast c'est pareil. C'est vrai que quand on regarde sur les teams des jeunes youtubeurs, qu'on dans la vingtaine, la seule que je connais qui est pas de région parisienne, c'est celle avec Amixem, etc., qui est Angers, sur Tours. Angers. Parce que vous regardez pas des chaînes de gens qu'en veulent, qui vivent dans des vannes, qui font le tour du monde. Non, mais on parle des gens successful, pas des gens qui ont deux vues. Ici Japon. Je sais pas de quoi on parle en fait. Oui, il y a tout le YouTube voyage et tout aussi. Et dernier truc, le dernier point que je voulais, après je vous laisse tranquille, c'est le YouTube fiction dont tu as parlé.
qui était hyper foisonnant entre, on va dire, 2010 et 2015. Et depuis quelques années, là, Golden Moustache s'est arrêté, Bagel s'est arrêté. Il y a encore Yes Vous Aime qui fait des trucs, mais qui est beaucoup à la télévision, enfin sur Arte et compagnie maintenant. Donc, en fait, la fiction sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un peu fini, et je suis pas sûr que ça va revenir. Sachant que c'est... Je pense que c'est des soucis de financement aussi, parce que style Golden Moustache, c'était financé par M6. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et donc je pense que ça vient aussi, ça s'est arrêté aussi par question budgétaire, et personne n'a pu reprendre le relais parce que ça coûte cher à produire de la fiction, même pour pas forcément beaucoup de récupération d'argent et tout ça derrière. Donc Mais tu parles justement de coûts de production. Est-ce que vous avez aussi ressenti qu'il n'y a pas d'entre-deux? Il y a vraiment je trouve que sur YouTube maintenant ça devient beaucoup plus rare d'avoir des chaînes qui ont un entre-deux qualitatif niveau production. T'as vraiment des choses qui sont très très amateurs, et tu te retrouves même avec des chaînes qui pourraient être considérées comme amateurs, qui ont une qualité de production complètement folle aujourd'hui. Je trouve que qu'il y a vraiment plus ce terrain un peu médian entre les deux. On a vraiment une grosse polarité entre les deux. En fait, c'est surtout que ceux qui étaient sur le terrain médian, ils ont gagné avec leur succès grandissant, ils ont gagné en budget, et donc ils ont amélioré leur game, on va dire. Et surtout, ils ont suivi les tutos de je sais plus quel truc là dont ils font la pub pour Skillshare. De Skillshare, voilà, ils ont bien profité de leur crédit aussi. Leur crédit Skillshare pour apprendre à monter, apprendre à tourner, apprendre à faire du storytelling. Maintenant, tu regardes les vidéos, par exemple, d'un youtubeur qui fait de la métallurgie, Alex Steel. Au début, il se filmait, il filmait lui-même à la main, en selfie, en train de taper sur sa forge, son enclume. Et maintenant, il a un caméraman. C'est monté, ses vidéos sont en 10 étapes, en 10 vidéos, ses projets sont en 10 vidéos avec un storytelling. En fait, l'entre-deux, on s'en rend pas compte, en fait, il disparaît assez rapidement. Mais je pense qu'il y a encore. Il suffit juste c'est parce qu'en fait, les choses auxquelles on est abonné, on finit par atteindre, on va dire, pas forcément leur top qualité, mais atteindre une qualité semi-pro, on va dire, en termes de... à mon avis, à partir du moment où tu as atteint un certain nombre d'abonnés, tu finis par avoir... ça devient une petite entreprise, en fait. Et du coup, par exemple, quand tu vois un Gotaga, etc., ou les mecs comme ça, ils ont l'air d'être amateurs et tout, mais ça devient des grosses boîtes avec des monteurs, des preneurs de son, et tout, ça devient très, 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 très lourd comme logistique. Si, en entre-deux, on a Barnabé Chaillot, youtubeur DIY français, qui prône un peu la décroissance et l'autosuffisance. Et il continue à faire des vidéos au niveau entre-deux. Et pas J'aime Sem, non? Sem, pardon, ouais. Sem, lui, c'est et c'est particulier, donc il dit J'aime. Si vous le connaissez pas, c'est un youtubeur qui fait des trucs pendant 10 heures et qui se filme. Genre, regardez un tacos. Voilà. Ou bien regarder Juju Fit Cats avec Bim Bam Boom pendant 10 heures aussi. Vous l'avez déjà fait en temps réel ou pas? T'as dit Bim Bam Boom et je l'ai déjà dans la tête. Et ça fait Bim Bam Boom, ça fait et ça fait boum. Non, j'aime bien. Oui, et puis on a pas parlé de sa chanson c'était quoi? Riz d'Inde, je sais pas quoi. Le clash avec Sur Cibo InShape. Tout à fait. Moi, c'était intéressant, je rebondis, parce que, en effet, je suis totalement hors de la boucle du YouTube francophone, j'ai l'impression. Merci, Kepra, je me sens moins seul. Et du coup, en fait, moi, j'avais préparé quelques petites recos de mon côté, de choses qui sont pas forcément dans les mêmes tubes, comme le disait Simon aussi. Moi, j'en avais un sur les créateurs vidéo. J'aime beaucoup Dan Mace, un Sud-Africain qui a été surtout connu parce qu'il avait travaillé un peu avec Casey Neistat, que vous connaissez peut-être plus pour ses vidéos qu'il faisait quand il était basé à New York. Un des youtubeurs qui a le plus d'abonnés, non? Peut-être pas le plus d'abonnés, mais en tout cas, il doit être à il doit être qu'à 9-10 millions, ce qui est déjà pas mal sur YouTube, je crois. Plus influent.
Dan Mace en productivité, quelqu'un qui n'est suivi que par 3000 personnes et c'est très nerd autour de Notion, par exemple. 3000 abonnés. Donc Red Gregory qui fait des trucs comment utiliser. Donc elle te fait des fonctions, elle te fait plein de trucs sur comment optimiser son utilisation de Notion. Donc très très niche. Elle parle de quelques autres outils, mais donc globalement c'est de la productivité. En sport, où je me suis rendu compte que la chaîne que j'avais qui était la plus suivie parmi tous les comptes dont je voulais parler là, c'était une chaîne de tennis de table qui s'appelle Pongfinity, qui est quand même suivi par 2 millions de personnes où ils font des défis débiles autour du ping-pong. Donc parfois ils vont dans la rue et puis ils défient des gens qui eux sont avec une raquette normale et eux ils sont avec un fer à repasser ou des trucs totalement débiles. Et c'est assez marrant. Une chaîne que je ne pouvais pas éviter de citer, qui est sur tout l'univers de Xiaomi, qui s'appelle Xiaomify, évidemment, avec plein de tests des produits Xiaomi. Kepra. Sur la politique, et qui était initialement beaucoup basé sur le Brexit, qui s'appelle TLDR News, donc très bon sur le traitement de la politique initialement, donc très Brexit, britannique, mais qui en est sorti un petit peu. Sur le côté, ça il y en a pas mal aussi sur des expérimentations de on a fait ci, ça pendant tant de jours, pendant un mois, pendant je sais pas combien de temps. Wheezy Waiter, donc ils font beaucoup de choses avec sa femme. Pendant 30 jours on a arrêté de boire, de manger. Pendant 30 jours on a lu des trucs tous les jours. Boire, de manger pendant 30 jours. Ouais, de boire de l'alcool, de faire ci ou ça. En finance, enfin en bourse plus, un magicien qui s'est reconverti dans la bourse, qui s'appelle Andrei Gide, qui est américain d'origine. Andrei Gide, je connais, c'est un auteur. Oui, c'est ça. En véganisme, une personne qui s'appelle Unnatural Vegan, qui est assez intéressante parce qu'elle elle est relativement connue, puis elle a des points de vue qui sont elle aime bien aller à contre-courant un petit peu de certaines autres personnalités, donc elle fait des commentaires. C'est plutôt intéressant, même si c'est aussi sur d'autres, je suis pas forcément en accord à 100%, mais c'est intéressant le point de vue qu'elle a sur des choses qui sont un peu plus sur la curiosité, qui pourrait paraître un peu malsaine, mais qui donne un petit peu le côté good mood. Une personne quadruple amputée qui s'appelle Isabelle Will, qui est basée en Angleterre et qui te fait plein de trucs sur comment je conduis une voiture alors que j'ai pas de bras, pas de jambes, comment je fais ci, ça. Donc elle répond un peu aux questions de ses followers sur comment tu fais pour mener une vie plus ou moins normale alors que t'as pas de bras et pas de jambes. Je m'étais mis en what the fuck le semjem, je sais pas quoi. Donc ça c'était un peu ma contribution francophone finalement. Et un dernier sur de la neuroscience, psychologie utilisée en fait pour des optimisations de son quotidien, l'utilisation de ci ou ça, qui s'appelle Braincraft, une chaîne australienne qui est plutôt bien faite. Donc j'ai essayé de placer ceux qui sont les moins connus, puisqu'il y en a d'autres qui sont plus connus, mais voilà, c'était mes petites recos YouTube. C'était ton tweet post-like interminable. C'est ça. Moi, je vais faire plus court. À l'écoute de ta chronique, Audrey, je me suis rendu compte que, comme depuis 10 épisodes, je suis un boomer, car j'utilise très peu YouTube. Je me suis rendu compte que j'avais moins d'abonnements YouTube que d'abonnements de podcast, quand même. Je ne suis qu'une dizaine de chaînes YouTube. J'ai pas du tout cette même logique d'attendre un épisode sur YouTube, là où je peux attendre un épisode sur des podcasts. Et j'ai l'impression que de ce que me propose l'algorithme, comme tu dis, Flash, ça propose des choses que j'aurais jamais trouvé moi-même, mais je trouve en francophone que le contenu il est beaucoup moins diversifié et beaucoup moins intéressant qu'en audio en fait. Je tombe rarement sur une chaîne où je me dis ah putain ouais c'est intéressant, je vais m'abonner et je vais suivre ça quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Elle l'a pas dit, mais j'ai entendu Audrey penser ok boomer. Mec, le YouTube français il est hyper diversifié, hein. C'est juste qu'il est pas il y a beaucoup de grosses chaînes qui cachent un peu ce qui se passe derrière, mais il y a des chaînes vraiment intéressantes, hein. Je dis pas qu'il y en a pas, de ce que je vois, parce que je fais pas l'effort de chercher, j'en vois peu,
Et la seule catégorie que je trouve qui tue tout le game sur YouTube, c'est les vulgarisateurs. Aussi bien en cinéma, en technique de cinéma ou en sciences. Il y a des gens qui ont 20 ans ou qui ont des moins de 30 ans qui sont mais ultra intéressants dans plein de domaines différents, des domaines de niche, ils sont ultra pédagogues et c'est vraiment le truc que tu trouves pour moi nulle part ailleurs, ni en podcast, ni à la télé, ni à la radio. Sur la vulgarisation, YouTube ça casse tout quoi. Et pour le coup, c'est le groupe YouTube qui est beaucoup financé par le CNC. Ouais. En France. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un peu shady, cette histoire de CNC aussi. Shady. Je viens de vérifier. Ouais, je viens de vérifier, Julien. Je suis abonné à 153 chaînes YouTube. Moi, j'en ai compté, j'en ai 63, mais il y a des trucs, c'est des trucs de télé, tu vois, c'est pour du replay. Par exemple, Arte Radio, mais tous ces docs sur YouTube. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que t'as pas besoin de passer par je ne sais quelle plateforme pour aller voir des docs. Et du coup, en reco, les deux seules chaînes qui ont pas trop d'abonnés que je vous conseille, la première, c'est une femme, c'est une québécoise. J'ai noté, c'est Skillabus qui fait de la vulgarisation scientifique. Et c'est vachement bien. Je l'ai découvert parce qu'elle a fait une vidéo où elle a testé une quinzaine de montres pour voir si l'électrocardiogramme des montres était précis ou pas. Et la 9e réponse va vous étonner. Elle est très intéressante, ouais. Ouais, non, elle est très intéressante comme scientifique. Et l'autre chaîne, c'est un mec qui fait une chaîne qui s'appelle The Other Life, qui essaye de promouvoir les micro-aventures. Donc c'est des petits séjours dans la nature qu'on se fait de 1, 2, 3 jours, et il fait ça qu'en France. Parce que lui, son créneau, c'est de montrer qu'en France, on n'a pas besoin, si on veut se taper genre 3 jours à dos de cheval dans des plaines vertes, il n'y a pas besoin d'aller en Mongolie, quoi. Tu peux aller dans les Pyrénées. Et lui, il essaie toujours de trouver des choses à faire en France pour montrer qu'on n'a pas besoin de partir ultra loin pour vivre de belles aventures. C'est quand même bien la Mongolie. Je suis jamais allé. Oh, moi, je peux faire mes recommandations aussi. D'abord, je voudrais dire, rien qu'en YouTube français, pour te contredire, Julien, même si je n'en regarde pas beaucoup, t'as quand même des chaînes comme Le Fossoyeur de films, c'est quand même monstrueux. Oui. Game Spectrum, qui fait des documentaires complètement fous, ou un truc comme la chaîne Et tout le monde s'en fout, qui aussi produisent du contenu en francophone qui est hyper qualitatif. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus pour le moment, comme je disais tantôt, c'est plutôt de la photo, et il y a trois photographes qui me passionnent vraiment en ce moment. Tu as Peter McKinnon, un Canadien qui traîne quand même un peu plus de 5 millions d'abonnés, ce qui est quand même déjà assez intéressant. On dirait qu'il a un nom du gars de la tour Montparnasse infernale. Ouais, c'est ça que Ramsey essaye de... Mais le mec est passionnant. Ses vidéos ont un style incroyable. T'as Sean Tucker qui est aussi très très bon. Et une youtubeuse qui s'appelle Lizzie Pierce, qui est aussi super Lizzie Pierce, j'adore. Et tu regardes Becky and Chris aussi? Non. C'est des potes de Lizzie Pierce qui sont... Non, c'est des potes de Lizzie Pierce qui sont très très forts aussi. Et avec ma femme, on est trop fans d'eux, on regarde trop leurs trucs. Becky and Chris, je les vois justement dans ces abonnements qu'elle conseille. Donc voilà, je suis en train de le noter. Ouais, Becky and Chris, je suis fan. Et toi, sous X? Oui. Donc, je vous ferai pas de reco. Je vais essayer de parler un petit peu de la chronique. Donc, pour en revenir au BookTube, parce que c'est ce qui m'avait marqué le plus, je suis tombé par hasard sur un clash drama entre deux communautés de booktubeuses, et c'est pour ça que j'ai creusé un peu le sujet et j'ai découvert cet univers de booktubeuses. Alors, c'est marrant parce que quand tu regardes les toutes premières vidéos de ces chaînes, donc c'est de la critique littéraire, je suis assis sur mon lit, voilà, c'est très simple. Et plus le temps passe et plus ça devient effectivement du lifestyle blog qui n'a plus rien à voir avec le sujet de base. Et pourtant, ces chaînes-là ont des millions et des millions d'abonnés, je sais plus combien à la plus populaire aux États-Unis, mais c'est dans les 50 millions facile ici.
Donc j'avais été très surpris de voir que les youtubeurs avaient aussi des communautés qui se bagarraient, surtout sur un secteur comme ça. La critique littéraire, je pensais que ça n'amenait pas à se mettre sur la gueule, mais l'être humain est ce qu'il est. Pour en revenir à ce que vous disiez sur Studio Bagel et Golden Moustache, je pense que l'argent est parti de YouTube. Je pense l'argent est parti de YouTube. Je pense que aujourd'hui tu fais beaucoup plus facilement de l'argent et beaucoup plus d'argent sur Twitch que tu n'en fais sur YouTube. Et effectivement, pour Studio Bagel et Golden Moustache, quand tu regardes pareil les premières vidéos où effectivement c'était des petits sketchs vite fait moyen de gamme, dirons-nous, pour reprendre l'expression de middle, plus c'est allé et plus ils ont eu de la technique, de l'expérience, ils ont voulu des moyens, et plus ça va, plus les sketchs sont devenus vraiment hyper quali. On repense à Suricat, le film qui a été fait par les Suricat. Donc le titre du film c'est pas ça, on s'en rappellera jamais, c'est pas grave. Les dissociés. Les dissociés, merci. Allez, on l'aura placé une fois dans l'épisode, au moins. Que d'autre ? Donc l'argent est parti, voilà. Et je trouve que même les grands youtubeurs qu'on a connus il y a 10 ans, tels que Norman et Cyprien, sortent plus de vidéos aujourd'hui. Enfin, c'est là où c'était une vidéo. Sort des vidéos. Ouais, mais c'était. Norman aussi sort des vidéos, mais ça a pas trop évolué. Tu veux dire que Norman fait plus de vidéos? Norman il fait des vidéos, mais il a plus la hype d'avant. Par contre, Cyprien, il a sorti une vidéo encore il y a 3 jours. Et il a déjà 3 ou 4 millions de vues. Ouais. La guerre des consoles. Ouais, la guerre des consoles. Non, mais je veux dire, ils sortaient des vidéos toutes les semaines avant, ces mecs-là. Aujourd'hui, c'est une vidéo par mois. Et encore. Oui, mais en fait, ils ont des projets autres. Le modèle a évolué. C'est surtout, c'est un peu un truc qu'on retrouve sur pas mal de youtubeurs, on va dire, à gros succès. C'est qu'ils ont démarré en faisant des trucs très régulièrement. Ouais, des gros hacking. Voilà, et puis petit à petit, ils ont espacé, un peu comme Antoine Daniel, qui, je pense, publiera le What the Cut 38. Dans 25 ans. Dans 25 ans, c'est ça. Il a déjà dit plusieurs fois qu'il le fera jamais, de toute façon. Ouais, il est sur Twitch maintenant, et il est très heureux sur Twitch, il a des milliers de gens qui le suivent. Ouais. Et il fait de l'argent sur Twitch. Avec Génégateur. Non, mais sur Twitch, t'as l'argent des viewers. Mais la prod et l'argent de la prod, elle est sur YouTube. Aujourd'hui, le retour sur investissement d'une grosse prod sur YouTube, il est énorme. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand tu vois les Amixem, par exemple, avec comment ça s'appelle, la Redbox, Pierre Cross avec Maison Grise, ou McFly et Carlito avec Webedia, ils font des vidéos à gros budget parce que les placements de produits rapportent plus d'argent, etc. Oui, mais voilà. Et McFly et Carlito, qu'est-ce qu'ils font mesurable. Mais c'est du podcast. Du coup, ouais, ils ont fait un podcast. Du coup, si tu veux, c'est les placements produits qui rapportent de l'argent. C'est pas la pub sur YouTube directement. Ah non, c'est mais les placements produits, c'est de la pub. Ouais, non mais le modèle a évolué. Le temps où c'était YouTube qui rémunérait les youtubeurs, si tu veux, c'est terminé aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un connaît le budget de NordVPN, d'ailleurs, pour YouTube? Je sais pas, mais mon Dieu. De Rosetta Stone. Ou de selon les YouTube que vous regardez, vous connaissez pas les mêmes types de sponsors, mais moi c'est pour NordVPN. Hein. Moi c'est Rhino Shield à mort, Rhino Shield. Rhino Shield, NordVPN. Lena Situation, on doit dire merci à Rhino Shield tous les matins quand elle se réveille. Et vous avez pas Squarespace? Moi j'ai du Squarespace. Pas mal de Squarespace. Et le concurrent là, Wix. Wix, ouais. Très rarement Wix. Ah oui, ouais, j'ai beaucoup plus Squarespace que Wix. Ils ont pas le même budget. Wix, c'était au Paris Podcast Festival 2018, pour dire. NordVPN aurait dépensé 85 millions. Festival. Qu'est-ce que c'est que ça? NordVPN aurait dépensé un peu moins de 100 millions de dollars en publicité digitale et TV nationale l'année dernière. Ça en fait des abonnements à 33 dollars pour 3 ans. Mais franchement, NordVPN, en plus, c'est nul à chier. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, attends, mais ils nous payent pour cet épisode. On avait prévu de le dire à la fin. C'est bien pour ça qu'on a. Non, on avait recommandé ExpressVPN la dernière fois pour éviter. Ou SharkVPN. Ouais. Le meilleur VPN, c'est tous anti-Covid. Ce qui fait VPN aussi. Je sais pas si non, c'est OpenOffice. OpenOffice.
Il y a un VPN inclus dans le pare-feu. Ah ouais. Pour continuer sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les youtubeurs qui avaient un peu changé leur modèle, moi je regarde encore Enjoy Phoenix et j'ai pas spécialement honte, mais ça peut faire rire. Je vais reprendre cette phrase parce que le chat a miaulé, non ? Non, tu peux la continuer. Tu peux dire qu'elle est devenue chroniqueuse politique, Enjoy Phoenix. Mais en gros... Enjoy Phoenix publiait énormément de vidéos. Elle a même fait beaucoup de vlogs journaliers et tout ça sur des durées incroyables. Elle a fait Danse avec les stars à la télé tout en continuant de faire ses vlogs. Enfin, elle a fait 1 milliard de trucs, cette meuf, et elle a mon âge, donc des fois j'ai un peu ce syndrome de me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Le seum. Mais aujourd'hui, elle a choisi de poster moins souvent et c'est pas grave. Et moustache, il y en a marre. Elle a choisi de poster moins souvent, de travailler différemment ses vidéos et surtout vis-à-vis des placements de produits. Elle a décidé de ne plus accepter de recevoir des produits de marque. En tout cas, elle essaye, parce que j'imagine qu'elle en reçoit quand même tout le temps. Mais de choisir les marques avec lesquelles elle voulait travailler et de choisir les produits qu'elle voulait recevoir plutôt que d'accumuler beaucoup de choses sans pouvoir les tester, sans pouvoir en faire grand-chose à part les filets ou en concours ou à ses proches, etc. Et du coup, elle est plus dans une optique d'arrêter d'accumuler pour accumuler et d'arrêter d'accumuler pour accumuler et de reprendre ce plaisir d'acheter aussi du matériel de maquillage, du matériel de maquillage, de décoration, etc. Et je trouve que c'est vachement sain à son âge de se rendre compte de ça et de partir plutôt dans cette direction-là. Quelqu'un qui préfère avoir moins de chèques mais des chèques beaucoup plus gros plutôt que plein de petits chèques. Je suis d'accord, c'est plus simple. Ça fait moins de papier pour la planète. Ouais. C'est plus écolo. Et surtout, Enjoy Phoenix a reçu Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avant-hier sur sa chaîne. Mais avant ou après le couvre-feu ? Avant le couvre-feu. C'est pas sa première, hein, parce que si vous suivez un peu Usul, par exemple, il avait fait une vidéo où elle avait reçu Brune Poisson. Oui. Ouais, enfin, le Lego qui était ministre avant. Elle avait passé une journée avec elle, je crois. Oui, tout à fait. En fait, elle est en marche, quoi. Je trouve ça ouf. Franchement, ça me choque. Julien, ça lui fait des choses qu'on dise ça. Qu'on dise qu'Enjoy Phoenix, elle est totalement en marche. Du gouvernement macroniste, ça me rend toute chose, quoi. Mais, non, mais je trouve ça, le mélange enfin, c'est pas un mélange, mais à la fois, je trouve ça bien, tu vois. Je me dis, parce que c'est bien que des politiques aillent sur des chaînes YouTube pour pouvoir parler à une audience qui ne regarde pas la télé, qui lit pas les journaux, enfin, qui s'informe autrement, et du coup, je pense que c'est bien. Non. Alors. Laisse-moi finir, monsieur Tiff. Je pense que c'est bien parce que ça permet aux politiques d'aller parler à des gens qui ne les écoutent pas. C'est mon avis. Nine. Mais par contre, je trouve ça... c'est pas que ça me dérange, mais je trouve ça étrange, quoi. Que dans un monde où une blogueuse beauté interview le porte-parole du gouvernement. Enfin, c'est quand même ça, quoi. Qu'on vit. Parce qu'elle est pas intervieweuse et qu'elle va rien dire de ouf, tu vois. Et ça passe crème. Ouais, j'ai regardé un petit peu la vidéo. Ce truc marrant, c'est qu'elle sort des rumeurs vraiment fantaisistes du web et elle lui demande est-ce que c'est vrai, quoi. Est-ce que c'est vrai que les hôpitaux touchent 5 000 € dès qu'ils déclarent un cas de Covid ? Et lui, il doit répondre, tu vois. Mais ça mène un peu de fraîcheur, c'est bien, mais je trouve, j'ai besoin de processer cette information, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. T'as dans ce sens-là, et t'as aussi le sens inverse, qui est que Enjoy Phoenix, c'est une meuf de la vingtaine, 25-26 ans, je pense, qui, elle, assume de faire des vidéos politisée, parce que même si elle dit pas voter tel truc, tel machin, elle fait des vidéos politisées et elle a quand même un public vachement jeune, donc ça, pour la représentation pour les jeunes, plus jeunes que moi, plus les, je pense, ados, jeunes adultes, etc. Ça montre aussi une certaine représentation de la politique sur du YouTube et par leur idole, enfin pas forcément leur idole, mais une personne dont ils sont fans, quoi. Mais moi j'ai un problème parce que moi ce que tu dis Audrey, ça me fait penser que, enfin ça me fait dire que si elle, Brune Poisson ou l'autre Gabriel Attal avait fait des vidéos sur leur chaîne
la chaîne du gouvernement ou la chaîne ministérielle pour parler, ça m'aurait pas dérangé. Par contre, personne les aurait vus. Par contre, pour moi, qu'un youtubeur qui a une audience sûrement de gens de moins de 20 ans, moins de 18 ans même, et qu'il donne la parole au gouvernement sans donner de répondant et sans y opposer des arguments, ou alors faire venir un Hugo Décrypte, par exemple, quelqu'un qui connaît un peu la politique pour pouvoir opposer une réponse, c'est de la propagande. Et ça, en ce moment, c'est un peu border. Je suis assez d'accord là-dessus aussi. Ça, c'est une belle conclusion. Voilà. On sent qu'elle est ancienne, 42 minutes sur le premier sujet. De toute façon, je vais vous laisser. Personne n'aura rien à dire sur le sujet de Julien. T'inquiète. Moi, je vais vous laisser. Chronique fait une demi-heure. Merci beaucoup. Je vais vous laisser, les gars. Ouais, j'aime pas vous donner mes recommandations YouTube, mais c'est pas grave. Apollo 33. Abonnez-vous à la chaîne Apollo 33. Apollo 33. La chaîne du Moicast. La chaîne du Moicast, on a une chaîne YouTube maintenant. Si vous avez des recommandations, on les mettra dans la description de l'épisode. Dis-nous un mot sur la chaîne du Moicast. Non, c'est tout nouveau. En fait, on vient de lancer le truc et tout. En fait, c'est une nouvelle émission que je lance avec des chercheuses et des journalistes. Donc, une chercheuse en histoire, en littérature, un journaliste musical et un journaliste business. Et on parle en fait de sujets toujours dans le cas du Moicast, donc tout ce qui concerne la zone Caraïbe, que ce soit côté historique ou côté business, musique, etc. Et on a des sujets par exemple sur la littérature SF dans la Caraïbe. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la littérature SF dans la Caraïbe? SF, horreur, fantasy. Et on a aussi un sujet sur le féminisme dans la Caraïbe et tout. Donc voilà, c'est un truc qu'on... J'ai regardé, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai? C'est vrai. Oh, tu fous de ma gueule. Et la chaîne, ça fait plaisir. Et la chaîne s'appelle le Moicast. Ouais, le Moicast. Comme le podcast. Yes. Ok. Donc voilà. MWA. KAST. Le podcast qui dit Goyave correctement. Ah! Goyave. Maintenant on dit coco au masculin. Ben, moi je dis on part en voyage, donc c'est cohérent. Bien sûr, j'ai mal au boyau. Voyage. On vous mettra le lien dans la description du podcast pour que vous alliez voir. Gros bisous les gars. Merci beaucoup cool. Flash. Ciao Flash. Vous êtes tous magnifiques. Et sauf une personne, mais je dirais pas qui. Allez, salut. Elle est partie, c'est pas grave. Ciao. Oh, c'est pas grave, François, quand c'est pas là. Allez, salut. Ciao. Salut. Et du coup, Souzix, tu reprends. Tu veux que j'enchaîne tout de suite? Eh bien, écoute, nous allons donc passer sur ta chronique. Rappelle-nous de quoi ça va parler déjà. En fait, ça va parler d'un monde merveilleux où il y a des dinosaures. Ok. Qui s'appelle Watopia. Ok. Et tu vas encore me pourrir le montage avec plein d'extraits audio, je suppose. Ouais. J'en ai plein et je les ai cachés dans ma chronique. Vous avez la bonne chronique, mais vous avez pas les petits sons. D'accord. Eh bien, Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes bien installés? Oui. Prends la parole. Parce que j'ai fait une intro à la François Courtis. Hein. Oh, ça promet. Vas-y. Paix à son âme. Alors, on est encore confiné? On n'a pas été sage? On a mis son masque en dessous de son nez comme ça là? On a oublié de se laver les mains après avoir pris le bus? On est parti faire la fête en Espagne parce que bon, faut décompresser un peu de tout ce stress. Et patatras. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. La bamboche, c'est terminé. Et oui, c'est fini. La météo nous troll en faisant péter les 20 degrés début novembre et nous voici de retour en mode télétravail avec un manager qui toutes les 30 minutes nous demande sur Skype. Oh mon Dieu. Bah t'es où? Bah je suis là, je suis devant mon écran, calme-toi, on est bien. Est-ce cela la définition de l'enfer? Est-ce cela la définition de l'enfer? Est-ce qu'on préfère être suivi par une famille de canards pendant un an ou vivre le confinement avec du management incapable de gérer une équipe à distance? Bref, je m'égare. Edith, ça vous dit pas de faire une petite balade là sur les Champs-Élysées en scred? On dira rien à la police? Ou en Normandie près du Mont-Saint-Michel? Ou dans les Alpes avec l'Alpe d'Huez? Promis, personne ne le saura. Sinon, je peux vous proposer Londres, le Yorkshire, Central Park, New York
ou le château de Lomière. Non, mais je vois bien que là, il se passe tellement de choses que ça, c'est le château de Lomière, dont je vous parlais. Vous voyez que c'est un château très ancien. Au départ, il est sur une base 14e, mais il a été complètement remanié à une époque récente pour faire toutes ces grandes baies que vous voyez, qui permettent aujourd'hui d'accueillir des hôtes. C'est Franck Ferrand. Donc personne ici ne regarde le Tour de France. Non. Et honte à vous. Mais non, c'est pas écolo en plus alors. J'aime pas le foot. Mais comment continuer? Donc ouais, parce que pendant le Tour de France, il y a toujours un historien. Donc là, c'est Franck Ferrand qui vous décrit ce qu'on voit à l'écran, parce que ça dure quand même entre 4 et 5 heures par jour. Mais Julien, tu es en plein délire. On nous a demandé de rester chez nous et toi, tu veux nous faire prendre l'avion, mais c'est irresponsable. En plus, ça tue des ours. On se calme. Tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette prouesse, c'est un vélo, un ordinateur et un home trainer. Mais qu'est-ce que c'est un home trainer? C'est un équipement électronique avec un pignon libre et une résistance sur lequel vous fixez votre vélo pour le transformer en vélo d'intérieur. Avec les progrès technologiques, ces machines ont maintenant le Bluetooth ou d'autres protocoles de communication comme l'ANT+, qui permettent de les synchroniser avec d'autres appareils comme des ordinateurs, des téléphones, des Apple TV ou des capteurs cardiaques. Maintenant qu'on a le matos, on repart au temps des bises pour se dire bonjour, des léchages de barres de métro en espérant seulement attraper la syphilis, des Harlem Shake et de la chanson la plus écoutée en 2013. Et oui, nous sommes en 2013 et nous sommes avec Eric Mine, qui est un entrepreneur qui aime faire du vélo. Sauf que faire du vélo sur un vélo d'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais comme le dirait Homer, boring. C'est chiant. Et au hasard des internets, Eric, il croise la route de John Mayfield, un dev qui s'amuse à faire des modélisations 3D pour des entraînements sportifs. Les deux vont s'associer pour créer la société Zwift. Zwift, c'est un programme qui vous permet de simuler votre balade à vélo ou à pied dans un environnement 3D, et avec votre home trainer qui s'adapte à la difficulté du parcours de votre balade. Donc si ça monte, la résistance avec le Bluetooth augmente et vous avez l'impression que c'est dur. Titre. Merci. Il existait déjà des programmes style Google Street View sur des tapis de course où on avait genre des photos toutes les 15-30 secondes qui se rafraîchissaient pour nous donner l'illusion qu'on avançait sur un parcours, mais en termes d'immersion, c'était pas ouf. Là, avec Zwift, on est en TPS, on est en vue à la 3e personne et on est derrière son petit cycliste qui parcourt le monde. Et le truc qui est vachement cool, c'est qu'on voit tous les autres participants. Alors l'interface est à chier, mais l'essentiel est là. Zwift rend les entraînements en intérieur de vélo rigolos, ludiques et même compétitifs. En 2015 sort la V1 avec Londres, New York et Watopia. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Oui, il y a même des dinosaures, on est comme à Jurassic Park. C'est un pays imaginaire, c'est une île, que la plupart des cyclistes arpentent et qui connaît ces légendes. Y a-t-il vraiment un Yeti près du col Ice and Fire, qui est en fait la reproduction à l'identique du col de l'Alpe d'Huez, qui pilote ce fameux sous-marin jaune qui est dans l'aquarium de l'île? Très vite, on se prend en jeu et on identifie les quartiers, on a nos petites habitudes entre les différentes régions de la carte, on a même nos préférences, et puis on croise beaucoup de monde. Le nombre d'abonnés sur Zwift explose pendant le Covid. Alors déjà, en termes de personnes simultanées connectées, le précédent record avant le premier confinement de mars était de 25 000 personnes. Le 5 avril 2020, on est passé à 34 940 personnes connectées en simultané en même temps. C'est-à-dire 34 940 personnes qui font du vélo ensemble sur Watopia. En 2018, on dénombrait un demi-million de comptes payants. Car oui, ce n'est pas un service gratuit bien sûr, il faut payer 15 $ par mois. Et tout est fait pour que vous y reveniez tous les jours. On a des programmes d'entraînement pour progresser, on a des courses virtuelles, on a des entraînements de groupe 24 heures, 7 jours sur 7. Parce que oui, il est possible de s'entraîner à 3h du matin avec des Australiens. En fait, avec le décalage horaire, on a tout le temps des gens qui sont connectés sur les différentes cartes du service et on n'est jamais tout seul à s'entraîner. Et on peut même se servir de Zwift pour être repéré et rejoindre une équipe professionnelle de cyclisme.
En 2016, la Zwift Academy se lance et sur les 1200 participants au départ, une marathonienne de 37 ans, Léa Trollvilson, remporte le programme et intègre l'équipe professionnelle de la Canyon SRAM pour 1 an. En 2018, la compétition devient non mixte et un homme, Ollie Jones, intègre l'équipe Dimension Data parmi 10 000 coureurs au départ. Et Dimension Data, c'est une des équipes qui fait le Tour de France, par exemple. Pendant le confinement, on a même un faux Tour de France qui a eu lieu parce qu'à cause du confinement, le Tour de France a été décalé, vous le savez bien. Donc, il y a eu une association qui a été faite avec Zwift pour proposer un mini Tour de France en 5 étapes qui a eu lieu sur la plateforme. Et on avait des vrais coureurs qui faisaient des étapes virtuelles du Tour de France sur Zwift. C'est magnifique. Et donc grâce à ça, maintenant depuis 2020, on a la France. Donc on a les Champs-Élysées et le Mont Ventoux. Voilà. Et puis une petite carte où on voit le Mont Saint-Michel. Dernier projet en date, une compétition e-sport validée par l'UCI, l'Union des cyclistes internationales, et basée sur Zwift. Ça aura lieu le 8 et 9 décembre 2020 et on aura 20 nations qui vont envoyer des cyclistes pour remporter cette compétition. Attention toutefois à la fraude. En 2019, il y a eu un championnat britannique e-sport Zwift et Cam Jeffers, qui est la personne qui a remporté cette compétition, a triché. Il a triché parce qu'il a utilisé un outil pour simuler des courses sur Zwift, gagner le vélo le plus rapide et l'utiliser pendant la compétition pour remporter le championnat. Voilà. Je vous ai un peu décrit ce qu'était Zwift et Watopia. Avez-vous envie de venir avec moi pour voir des dinosaures virtuels ? Eh bien, Audrey, ta tête est priceless. En vrai, j'ai l'impression que ce que tu viens de raconter, c'est le Animal Crossing des cyclistes. Mais ça a l'air chouette. Mais ça me fait rire que ça vienne de toi, cette chronique. Ça me fait penser à Wii Fit voilà, quand on devait courir avec la balance board aussi. Est-ce que ça mais vous a il n'y avait donné pas de envie côté communauté dans Wii Fit. Non, mais ouais. Est-ce que ça vous a donné envie de vous mettre au vélo déjà ? Non. Oh bah. Pas vraiment. Je connais personne qui s'est mis au vélo grâce à Zwift. Mais du coup, est-ce que... Par contre, ça a provoqué une rupture de stock des home trainers partout en Europe. C'est vrai ? Et est-ce que des grandes marques de salles de sport se sont mis à créer des centres spécialement dédiés à cette pratique ? Pas à ma connaissance. Alors là, je vous parle de Zwift, mais c'est pas le seul sur le marché. Il y en a un autre dont j'ai oublié le nom qui, lui, a une approche un peu différente. C'est que il fait au lieu d'avoir un environnement 3D qui est un peu cartoon, ça fait un peu penser à Team Fortress 2 dans les graphismes Zwift. Il y en a un autre qui est en photoréalisme. Donc vraiment, t'as un petit bonhomme en 3D qui monte dans du Google Street View, quoi. Et je pense que celui-là, il a plus de chances d'être dans les salles de sport. Mais je connais pas de salles qui ont ça parce que je pense que c'est trop lourd en logistique. Parce qu'il faut que tu te connectes à ton compte, tu vois, sur la plateforme. Pourquoi j'étais persuadé que Peloton proposait ça? En fait, pas du tout. Peloton, tu vois des gens qui font du vélo devant toi, c'est ça? Tu vois pas de... Alors, Peloton, je crois que c'est plus genre des séances d'entraînement en groupe, c'est du RPM. D'accord. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait un mode course pour simuler des trajets, etc., mais pas du tout. Ok. Mais c'est un truc de ouf, c'est vraiment genre toutes les 5 minutes, t'as des courses qui commencent, t'as des entraînements de groupe qui commencent, t'es obligé de trouver et quand je dis qu'il y a du monde, c'est genre, il y a toujours au moins 200 personnes dans ces trucs-là. Et donc, bien sûr, ils simulent l'aspiration, quoi. Genre, tu fais un entraînement de course, donc le peloton part tous en même temps. Si tu suis pas la cadence du groupe, t'es lâché et c'est impossible de le rattraper, quoi. Parce que un cycliste tout seul va moins vite qu'un cycliste en bande. Faut le savoir. Et donc, toi, tu t'y es mis ? Moi, je m'y suis mis pendant le confinement. Et on est plusieurs à s'y être mis sur le Discord de qualité et on s'est mis à faire des sorties en vocal. Donc on se mettait sur Discord, on s'appelait en Discord et on faisait le tour de l'île en se parlant, quoi. Moi je trouve ça fou, c'est fou 2020. Je remette The en Fox. vrai, ça me donnerait presque envie, mais jamais je ferai l'investissement de tout ça. Mais j'ai l'impression vraiment que tu décris le Animal Crossing des gens qui veulent se balader à vélo. Sans les navets. Sans les navets. Alors, mais avec d'autres cyclistes.
tu peux rien acheter. Par contre, parce qu'il y a de la gamification de ouf. Et donc, pour gagner des vélos, pour gagner des chaussettes, gagner des jerseys, il faut faire des kilomètres. C'est le seul moyen que tu as pour débloquer des choses, quoi. Alors, si on faisait un petit peu le tour et qu'en plus d'avoir un avis sur le Zwift, cet engin incroyable qui coûte combien, très cher, Maryse ? Alors, l'abonnement, c'est $15 par mois. Ok. Et après, on va dire que l'investissement pour un home trainer avec du Bluetooth, c'est au moins 300 € plus ton vélo. Voilà. Et puis un ordi ou un téléphone ou une Apple TV. Ok, c'est cadeau, quoi, en gros. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, chacun nous donner votre avis sur Zwift et éventuellement nous donner le prochain sport qui succédera à Zwift selon vous et qui mêlera cette technologie virtuelle au sport totalement traditionnel. Simon. Quel sport pourrait avoir ça de façon intéressante? Je ne sais pas trop, à part forcément la course à pied sur tapis, ouais, ça c'est assez évident, quoi. Un truc un peu plus... Tu pourrais avoir le rameur. Ouais, le rameur, à la limite. Un truc un peu fancy comme ça, je sais pas trop. L'escalade sur fond vert. Ça pourrait être rigolo. Avec un tapis qui défile, comme ça. Kepra, une idée? Ou Emmerich? Absolument pas. Ça existe déjà, les murs d'escalade infinis. En gros, c'est un espèce de mur de blocs sur un tapis roulant vertical. Après, de là à ce que ça remplacerait Zwift, je ne sais pas. Ça m'a fait penser à une pub Insta que je vois régulièrement sur un espèce de vélo d'appartement pliable que tu peux trimballer à ton hôtel, dans ton SUV électrique, que tu peux amener au bord de la plage et pédaler en regardant les vagues. C'est magique, ça a la taille d'une valise quand c'est plié, mais ça doit peser à peu près comme deux bagages en soute. Non, sinon, mais tu prends le train. Si tu fais ça, tu ne prends plus l'avion, bien sûr. Ah mais oui, tu prends le train et tu peux installer ton vélo d'appartement dans le train et faire croire et te donner l'impression que tu pédales à plus de 100 km/h. C'est magique. Je suis en train de remonter mon fil Insta pour voir si en sponsor je retrouve, mais non, je ne retrouve pas. C'est dommage. Je ne suis pas assez sportif pour être digne de cette publicité. C'est dommage. Mais ça ne vous a pas intéressé pendant ce confinement? Parce que là, on va encore être confiné des mois. Mais écoute, moi, je vais faire du pain. Putain, faire du pain, le mec. Franchement, je trouve ça vachement plus intéressant de faire du pain pendant ce confinement que du vélo. Alors, ok, je quitte cette aventure. Moi, je suis team grand poil du roi Steven. Je pense que je serais plus à regarder une série ou quelque chose plutôt que de voyager virtuellement dans un autre monde. Et je serais plus redécouvrir du local, moi, justement, comme on discutait un petit peu tantôt. Tu vois, tu parlais de rester en France plutôt que d'aller en Mongolie. Ce serait plutôt l'inverse, c'est de redécouvrir le coin où j'habite en allant me promener à proximité. Dans les limites décentes et responsables. À moins d'1 kilomètre. Dans les limites ça fait de micro-aventure quand même. Hein. En Belgique, on n'est pas limité à 1 kilomètre. Hein. Ah bah c'est bon. Ce que je trouve intéressant néanmoins, c'est que, on voit dans les différentes études qui peuvent être faites sur le sujet que le sport c'est bien, mais c'est mieux aussi quand tu as l'interaction sociale. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que c'est quand même un moyen intéressant de garder ça. Donc plus que le fait d'être dans un environnement, je trouve que tu gardes l'esprit de groupe de cyclistes. Donc après, je pense que la question de Julien est un peu vite répondue et compliquée, parce que si nous on n'est pas cycliste, bah oui, tu peux trouver le truc intéressant. Pour autant, comme tu disais, personne ne s'est mis à faire du vélo parce que il y a eu Zwift, quoi. Si t'es pas déjà féru de cyclisme avant, tu vas pas l'être plus. Et peut-être qu'il y a des gars, il y a des gars et des filles qui sont des accros au vélo, mais qui n'en ont pas grand chose à faire de voir des gens. Bah peut-être que Zwift ça va pas les intéresser, parce que finalement c'est pas tant de voir du paysage qui va les faire vibrer, mais c'est plus justement au contraire, eux c'est pas le temps d'être en groupe que le fait de pédaler et d'être dans leur bulle. Et dans ces cas-là, bah, en effet ils vont regarder une série, ça va leur convenir tout autant que s'ils étaient
avec des gens virtuellement dans des paysages magnifiques. Votre monde me rend triste. Ah y est, je l'ai retrouvé, c'est Breakaway Bike, donc un vélo pliable de la taille d'un carry-on bag, comme ils disent. Ah ouais. Non mais ça marche trop bien ce truc. Moi par exemple, j'ai fait plus de vélo sur ces 2 mois semi-confinement que genre sur les 6 derniers mois. Et du coup, quand on était déconfinés, on était faire du vélo ensemble. Et on a progressé. C'est ça aussi qui est ouf, c'est que on n'a pas juste tué le temps à faire 1 heure ou 2 heures de vélo par jour comme ça. C'est que avec juste les balades où on a, parce que bon, moi par exemple j'habite pas loin de la montagne, donc si je veux aller faire du dénivelé c'est facile pour moi. Mais des gens qui habitent Paris, ils peuvent pas quoi. Enfin le polygone à Vincennes, ouais, ils cherchent. C'est bien mérité. Mais à part le polygone à Vincennes, il n'y a pas grand-chose pour faire du dénivelé, quoi. Donc ça amène des possibilités d'entraînement que t'as pas forcément en fonction de la géographie de chez toi. En Belgique, avec votre mont là qui est à 607 mètres le plus haut là de Belgique. Juste à côté de chez moi. Impossible de faire du dénivelé. Ouais, viens à Liège, tu verras si t'as pas de dénivelé. Tu vas chialer. Bon bah je vous ai pas convaincu, c'est pas grave hein. Mais bien sûr que si, moi tu m'as convaincu. Moi j'ai une question technique. Ouais. Quand tu fais du vélo sur ton home trainer, est-ce que tu changes tes vitesses ? Vous ne la voyez pas, mais là Audrey met ses 2 doigts sur ses tempes. Alors je ne sais pas quel message subliminal ça peut être sérieuse. Alors vas-y, repose ta question. Est-ce que Julien, quand tu fais ton home trainer, est-ce que tu changes tes vitesses ? Bien Et sûr. est-ce que tu as un truc de comme un vélo électrique où ça te donne de la force ou pas selon les montées, les descentes et tout dans ton jeu ? Bah, c'est tout l'intérêt, oui. Alors, c'est ce qu'il a expliqué. En fait, oui, non mais techniquement, comment ça marche ? En fait, le home trainer, il est posé sur un rouleau. Enfin, la roue arrière du vélo, elle est posée sur un rouleau. Ce rouleau, il est relié à une résistance. Donc genre quand t'es sur du plat, la résistance elle est faible. Quand tu descends, quand le jeu t'es en descente, la résistance est nulle, ce qui fait que tu peux pédaler plus vite, enfin ta roue va plus vite. Et quand tu montes, plus le degré d'inclinaison est fort et plus la résistance du rouleau sur lequel est ta roue est forte. Et du coup faut pédaler plus. Du coup ton truc c'est vraiment Wii Sport Next Generation. Oui. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça que ça m'y a fait Remballez vos Ring Fit Aventure de merde là hein. La Switch tout ça c'est de la merde. Passez à Zwift. Non. En vrai c'est hyper stylé Ring Fit pour avoir quelqu'un qui fait du Ring Fit. Pas moi hein, évidemment moi je regarde. Mais pour avoir quelqu'un qui fait du Ring Fit à la maison c'est très stylé. Alors, est-ce que tu peux donner ta définition de stylé ? En fait, la gamification du sport est très intéressante dans Ring Fit parce que faut être une personne qui fonctionne à ce truc-là qui fait tilter ton cerveau, mais ça fonctionne à la récompense et franchement t'as toujours envie de plus. Enfin genre, donc j'ai mon coloc qui joue à Ring Fit assez régulièrement et qui depuis plus d'1 an et qui continue, enfin depuis la sortie, donc je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait perpète quand même. Dernière, ouais. Et il y joue encore et il est toujours en train de vouloir avancer, alors que je pense l'histoire de base du jeu, il l'a terminé depuis perpète. Il a platiné. Mais il continue pour gratter des nouveaux trucs, etc. Et des nouveaux challenges, etc. Enfin, tu peux avouer que c'est surtout très stylé parce que tu assistes à ça avec quelqu'un qui est en legging Sonic. Oui, en plus, je peux le filmer et faire regarder comme il a l'air bête. Non. Mais non, franchement, je pense que bah là, apparemment, moi je suis pas en région parisienne ou quoi, mais dans les Fnac, ça a bataillé sec pour acheter du Just Dance Switch et du Zumba machin truc, ainsi que les Ring Fit, et c'est pas pour rien. Les gens ils se disent bon bah on va essayer de se bouger un peu. Je sais pas si ça fonctionne, mais ça demande quand même beaucoup moins d'investissement qu'un home trainer, même Certes. si la satisfaction n'est pas la même. Ouais, mais ce qui est intéressant dans le concept de Zwift que décrit Julien, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette gamification, mais par contre il y a cet aspect communautaire et de pas faire le sport tout seul, mais de le faire ensemble. Et là, mais t'as quand même le côté gamification avec le truc de il faut gagner les jerseys, il faut gagner les vélos. Ouais, qui pousse à faire du kilomètre en plus. D'accord, ok.
Mais vous avez jamais acheté de jeux de sport? Alors, il y a eu Wii Sport, je pense. Wii Sport, Wii Fit. Moi, j'ai tous les Just Dance, mais c'est pas vraiment du sport. Ah, tu es en train de dire que la danse n'est pas un sport? Non, mais c'est mais dépense, Just Dance, oui, c'est de la dépense physique. Dance Revolution, ça, c'est brutalité aussi. Parce que moi, sur Xbox 360, j'avais UFC Trainer, qui était avec la Kinect. Et je peux vous dire que ça vous martyrisait le corps, quoi. C'était l'entraînement des athlètes du UFC. Donc l'UFC, c'est l'Ultimate Fighting. Donc Conor McGregor, c'est ça? Ouais. Donc des gens qui se battent avec à peu près tous les arts martiaux. Et en gros, t'avais tous les matins, t'avais entre 30 et 45 minutes d'abdos, de pompes, etc. Et la caméra te corrigeait si t'étais mal positionné, ce qui est vachement bien pour les gens qui savent pas faire des pompes ou des abdos au début. Et en fait, depuis donc ça c'était 2010. Et depuis 2010, donc ces trucs-là, il y a Nike qui avait sorti un Nike Plus Kinect aussi. Entre ça et Ring Fit Adventure qui est sorti l'année dernière et qui a été comment dire, une remise en avant du sport par le jeu, il s'est passé 10 ans où j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu à part des trucs comme Zwift pour aider les gens à faire du sport sans que ce soit chiant, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire une demi-heure ou une heure de vélo ou de tapis de course devant un mur et rien foutre. C'est-à-dire quand les casques de réalité virtuelle ont commencé à pointer le bout de leur nez sur le marché grand public, c'était très cher. Mais il y a eu un sursaut où effectivement toute une partie des salles de sport voulaient démocratiser ça, donc avec le vélo, avec le rameur, ce genre de choses. Et au final, on connaît le succès de la réalité virtuelle aujourd'hui, qui est en train de plus ou moins revenir doucement, mais c'est vrai que c'est un autre sujet. À part Beat Saber, t'as pas de jeu ultra populaire où tu te dépenses en VR, quoi. Oh bah, franchement, Beat Saber, c'est pas mal, hein, déjà. Oui. Alors, je fais peut-être pas de Ring Fit, mais alors Beat Saber, ça reste d'accord. Et franchement, Saber, c'est le Guitar Hero VR, quoi. Ouais. Bon bah tant pis. Mais non, je connais pas trop d'équivalent à Beat Saber, mais moi je voyais quand tu posais la question tout à l'heure de un peu des sports qui seraient équivalents à jouer à plusieurs, etc. Comme le jeu de vélo, ça serait. Moi j'imaginais bien un truc qui concerne du golf, parce que je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il y a beaucoup de streamers que je suis qui font beaucoup de golf with friends. Donc un petit jeu de golf où ils se font des tournois et tout. Et ça, c'est typiquement le truc qui pourrait se mettre en place. Mais alors, va trouver comment capter tes mouvements de golf et tout ça. Je pense que c'est beaucoup trop précis comme système pour que ça soit démocratisé à un tarif intéressant. Mais après, moi, je mise sur le golf. Le golf en termes de dépenses physiques... Oui, bah, tu dis que le golf n'est pas un sport? Non, voilà. C'est bien pour ça que j'ai précisé en termes de dépenses physiques. Je sais, je t'embête. On n'est pas tous, je sais plus comment ça s'appelle. C'est beaucoup de piétinement, hein, 18 trous, il y a de la marche. Tu fais ta petite balade du dimanche en même temps. Voilà, et le dernier truc que j'ai ajouté, c'est pas grave, c'est que comme dans toute activité IRL qui passe par fond virtuel, il y a une frange de cette communauté qui est contre quoi qu'il en soit. Il y avait genre les guitaristes qui disaient que Guitar Hero c'était pas de la guitare, c'était différent. Et bah c'est pareil, il y a les cyclistes pour qu'ils Zwift, c'est le diable, quoi. Non mais c'est pas une sortie à vélo, quoi. Je veux dire, le but du vélo c'est de prendre le grand air, c'est pas de rouler comme un hamster. C'est de se faire frôler par des 35 tonnes sur la nationale, ouais. Un petit matin dans le brouillard. Voilà. Ok. Bon bah écoute, nous verrons dans l'avenir si Zwift fait le buzz et si pendant ils ont levé 440 millions de dollars cet été. Ah. La moula. Ouais, la grosse moula, ouais. En attendant, on est au confinement épisode 2, je vois pas beaucoup de joggers. Hein. Ah moi j'en ai Il plein. fait froid dehors.
Il y en a plein au bord du lac. C'est vrai que j'en vois pas mal ici aussi au bord du cours d'eau. Bien. Moi, j'en vois pas, mais bon. Audrey, Julien, nous vous remercions d'avoir trôné et surfé sur ce 50e épisode de l'école des facs. On a commencé 1er janvier 2007. Ça nous fait combien d'années ? 2017. Parce que 2017, pardon. On n'aurait pas été très productif. De 2017, effectivement. Ce qui fait 3 ans et demi. Presque 4, hein. On approche les 4 ans. On arrive aux 4 ans. Merci. Mais c'est le jour 1, celui qu'on retient, comme dirait Louane. Oh non, mais Julien, attends, mais ta chronique est terminée. Louane a percé avec jour 1. Je viens de comprendre. Waouh. Julien, est-ce que tu ne ferais pas un peu de promo pour clôturer ? Un peu de promo, oui. Alors déjà, je vais vous dire où en est TikTok, parce qu'on lâche pas l'affaire. Hein. Ah oui. Oui, les updates de TikTok. Et puis on est le 3 novembre. Est-ce qu'on sait déjà qui a été élu ? Non. Du coup non, toujours pas. Par contre, on sait que l'ultimatum de Donald Trump du 12 novembre a été cassé par une juge. Donc en fait, s'il trouve personne pour reprendre l'activité, c'est pas grave. Les discussions, elles en sont où ? Ils discutent toujours avec Oracle et Walmart. On discute donc toujours de savoir qu'est-ce que TikTok va transférer à ces entités et qu'est-ce qui est de la propriété de TikTok, sachant que le cœur du problème, c'est l'algorithme, le fameux algorithme de TikTok qui serait un des plus puissants au monde en termes de curation et que l'entreprise chinoise ne veut pas céder aux Américains. Voilà. Mais il est vrai que, étant donné que l'élection touche à son terme aux US, Donald Trump a été un petit peu moins présent contre la Chine et contre TikTok. Et il a préféré faire quelques menaces à son opposant, Joe Biden. Donc on verra demain si on a la gueule de bois ou pas. Donc ça, c'était le petit point TikTok. Le petit point promo. L'école des facs est un podcast du label Podcut. Si vous voulez entendre d'autres podcasts comme G7, comme So 80s, comme La Confiture, allez sur podcut.studio et comme ça vous pourrez retrouver les 25 podcasts du label. Et si vous aimez ce qu'on fait et si vous voulez nous donner quelques sous pour nous soutenir dans cette création et pour mettre encore plus de pastilles sonores dans les chroniques, allez sur patreon.com/podcut et on vous en remerciera. Et comme ça vous pourrez même accéder au Discord du label où on joue parfois à des jeux marrants. Un jeu qui est fini. Et grand bien lui fasse de s'être terminé. Oui. Madame, messieurs, merci. Merci. Je vous souhaite une excellente fin de podcast. Et on se retrouve très très vite pour l'épisode de décembre où on fêtera Noël avec vous. On sera là au pied du sapin. En attendant, on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Bisous. Au revoir.